Alors c'est un chiffre qui est à la fois bienvenu et rassurant. L'inflation donc n'a augmenté que de 2,2% en mars en zone euro et ainsi se rapproche mois après mois de cet objectif visé par la BCE qui est de 2%. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Le repli donc de l'inflation se poursuit, c'est donc une bonne nouvelle même si ça baisse de 0,1 point, on était à 2,3% d'inflation en février, on est à 2,2 en mars, mais voilà, ça va dans le bon sens. Alors, pour l'instant. Oui, ça va dans le bon sens, vous dites c'est juste une petite bonne nouvelle parce qu'il y a que 0,1 point. 0,1 point de baisse. En fait quand même derrière cette baisse, il y a une baisse franche des prix de l'énergie. Oui. Et ça c'est une chose importante parce que vous voyez dans l'inflation, quand c'est l'inflation interne à une zone, les prix augmentent, ça veut dire que vous payez plus cher, donc vous avez moins de pouvoir d'achat, mais il y a quelqu'un qui reçoit cet argent. Donc, ok, c'est ennuyeux cette inflation, mais c'est quand même une circulation. Quand il s'agit de l'énergie, l'Europe importe son énergie majoritairement. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, quand il s'agit de l'énergie, en fait, c'est de l'argent que vous transférez en dehors de la zone euro vers des pays producteurs d'énergie. Ouais. Donc, le fait que le prix de l'énergie baisse, et baisse franchement, parce que là, on a au mois de mars une baisse de 0,7 points en rythme annuel de l'énergie. Donc ça veut dire sur un an, mars 2025 à mars 2024, il y a eu une baisse de 0,7 points de l'énergie. Ben ça veut dire que c'est du pouvoir d'achat net pour tous les Européens et moins de pouvoir d'achat pour les producteurs d'énergie. Et ce qui nous avait coûté très très cher en activité au moment de la hausse des prix de l'énergie, ben là c'est une espèce de récupération partielle pour le moment, mais récupération de ce qu'on avait perdu. Et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce que, par ailleurs, ça ne s'accompagne pas de tensions inflationnistes qui sont justement les éléments internes à une zone. Ouais. Et c'est cette combinaison qui, aujourd'hui, est plutôt une bénédiction qu'autre chose. Ouais. Et après, il y a les prix dans les services qui continuent de... Alors, qui, pour le coup, qui allait assez vite, qui grimpait assez vite. On était à 4%, on est passé à 3,4% au mois de mars. Ça décélère. Ça reste toujours à un rythme rapide, mais ça décélère. Ça décélère, et les prix dans les services, donc quand vous achetez des services, là, pour le coup, c'est produit dans la zone euro. Ouais. Et les prix dans les services, ça dépend beaucoup du salaire minimum. Il y a des salaires minimums dans la plupart des États membres aujourd'hui. Ces salaires minimums, ils sont généralement indexés sur l'inflation. Donc, par le simple mécanisme d'inflation, il est effectivement habituel que dans des moments d'inflation, ça soit là qu'on ait le plus de pression à la hausse. Et le fait que finalement, aujourd'hui, ça se rétablisse, alors qu'on sait que le salaire minimum a rattrapé ses pertes de pouvoir d'achat, bah, c'est aussi plutôt des bonnes nouvelles, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de spirale inflationniste qui s'installe dans la zone euro, et que la crainte de la Banque Centrale Européenne... Exactement, j'allais faire le lien. Voilà. Et donc, on tend vers ces 2%, et en même temps, il y a cette guerre commerciale, il y a les droits de douane réciproques dont on aura les éléments précis ce soir à 22h. Est-ce qu'on est certain que des tensions commerciales, bon, vous me direz, tout dépendra de la riposte et des représailles de chaque pays après, que ça va faire repartir les prix à la hausse en Europe? Je parle de l'Europe, là, pour le coup. Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et en fait, non, on n'est pas certain. Ça va beaucoup dépendre d'une chose qui sont les évolutions des taux de change. En fait, il y a une autre guerre que cette guerre des tarifs, il y a une guerre des changes. Dans la précédente hausse de tarifs, celle qui avait été décidée sous Trump 1, en fait, ça a eu relativement peu d'impact aux États-Unis, parce que le dollar s'est apprécié, en tout cas, ça a eu relativement peu d'impact sur les consommateurs américains, parce que le dollar s'est apprécié. Ça a eu un impact sur, évidemment, les exportateurs américains qui, avec un dollar apprécié, se retrouvaient dans des positions concurrentielles et compétitives dégradées. Dans le discours des États-Unis, vous avez sans doute lu les notes de Stephen Miran, qui est donc aujourd'hui le Chief Advisor du bureau des conseillers économiques de Donald Trump. Son analyse, c'est voilà, le dollar est surévalué et il faut arriver à soit faire payer les autres pays pour cette monnaie surévaluée en faisant une chose qui serait quand même une révolution, c'est-à-dire échanger les bons du Trésor contre des bons du Trésor perpétuels, donc c'est une forme de défaut déguisé, soit en réévaluant le dollar, alors, sauf que ça va en dévaluant le dollar, pour améliorer la compétitivité des États-Unis. Mais ça aura une conséquence sur l'Europe, qui peut être plus importante que les tarifs en termes de compétitivité. La hausse du taux de change de l'euro. La hausse du taux de change de l'euro. Donc ça fera qu'on va acheter moins cher nos produits importés,
Et donc on pourrait très bien supporter des droits de douane en fait, puisqu'ils seraient en partie absorbés par ces hausses de taux de change. Et puis par contre, sur le plan des exportations, ça va nous pénaliser. Et ça pourrait d'ailleurs être aussi assez logique compte tenu de l'excédent de la balance commerciale de la zone euro ou de l'Union. Alors commercial, moi je dis souvent qu'il faut prendre en compte comme les services. Parce que autant... Oui, non, mais dans commercial, on peut prendre biens et services. Ouais. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'on prend aussi les revenus. On n'est pas si excédentaire que ça quand on regarde la balance à la fois des biens et des services face aux États-Unis. On est quand même excédentaire. Enfin, on est globalement excédentaire. Je crois que c'est 50 milliards, pas non plus. Et on est quand même un peu excédentaire par rapport aux États-Unis. Et les États-Unis sont un peu déficitaires. Alors après, vous savez, les statistiques de commerce changent quand on change de rive de l'Atlantique, de façon parfois spectaculaire. Et donc, les statistiques européennes sur les balances commerciales, y compris les biens et services, sont beaucoup moins ouvertes que les statistiques des mêmes concepts, mais calculées par les États-Unis. Et comment on l'explique ça ? Alors, on l'explique par le fait que ce n'est pas les mêmes douanes qui enregistrent les données. Oui, mais c'est les mêmes biens. C'est les mêmes biens, mais ce n'est pas les mêmes douanes. Et donc, il y a des trous dans les passoires, il y a parfois méthodes de comptabilisation qui ne sont pas les mêmes, il y a des déclarations qui ne sont pas les mêmes. On peut déclarer une valeur qui sort et une autre valeur qui rentre, et ce n'est pas forcément la même. Donc, et donc, pour me dire quoi, là ? Pour vous dire que du point de vue des États-Unis, il y a bien un excédent massif de l'Union européenne sur les États-Unis. Même en prenant en compte les services numériques, même en prenant en compte financiers. Les services, oui. Et de ce point de vue-là, ils estiment toujours être dans une si leur thermomètre est le bon. Dégradé. Alors, si leur thermomètre est le bon, évidemment, il n'est certainement pas tout à fait le bon. En tout cas, dans une situation comme celle-là, déjà s'accorder sur le thermomètre, c'est assez important. Mais dans la folie de Trump... non, on ne discute même pas de ce genre de choses. Est-ce que la BCE va scruter justement les annonces de Trump ce soir à 22h sur ses droits de douane réciproques ? Alors, oui. Dans l'optique de la réunion de la BCE dans 15 jours. Oui, la BCE va les scruter. Elle a toujours dit qu'elle était attentive à tout ce qui se passait, parce que tout ce qui se passe peut avoir un impact sur l'évolution des prix, et son objectif, c'est la stabilité des prix. Et donc, elle est obligée de prendre en compte tout ce qui se passe et d'essayer d'intégrer tout ça. Après, la BCE ne fera aucun commentaire sur la politique commerciale, alors évidemment des États-Unis, encore moins de l'Union européenne, puisque ce n'est pas son rôle, et c'est le rôle d'autres institutions, et il y a un partage des tâches qui est clairement établi, qui n'a pas toujours été respecté en matière budgétaire par la BCE, mais en tout cas qui sur ces questions-là sera parfaitement respecté. Par ailleurs, la BCE a toujours été prudente sur toutes les questions de change. Il se trouve que les questions de change sont de la responsabilité du Conseil européen et pas de la Banque centrale européenne. Au sein de la division des tâches. Et la Banque centrale européenne a toujours considéré que les questions de change n'étaient pas des questions monétaires, ce n'étaient même pas des questions de politique. C'est discutable, ça. Ça se discute, mais en tout cas, ils ont un point de vue qui est très... c'est un équilibre de marché, on n'a pas à se prononcer dessus. Donc, ils vont scruter, ils vont regarder, mais ça va rentrer de façon très subtile dans leurs prévisions qui seront utilisées ensuite par les membres du board de la BCE pour prendre leurs décisions. Mais en fait, du coup, ils n'en parleront pas, quoi. Jusqu'à il y a encore quelques jours ou semaines, les marchés attendaient plutôt une pause monétaire pour le mois d'avril. Je rappelle que le gouverneur de la Banque de France sera le 18 avril, le lendemain de la BCE, en exclusivité sur Boursorama pour commenter justement la décision de politique monétaire de la BCE. Et nous regarderons tous donc du coup Boursorama. À 8h30 en direct. Non mais donc les marchés étaient plutôt à imaginer une pause sur le mois d'avril. Là de nouveau, possiblement, les marchés croient à une possible baisse des taux de la BCE, taux directeur, en avril, du fait notamment de ce qu'on vient de commenter ensemble, Xavier, savoir ces bonnes nouvelles sur l'inflation. Oui, je ne vais pas ruiner votre direct en annonçant tout de suite quelle sera la décision de la Banque Centrale Européenne. Vous ne savez pas en plus. Ça, je ne vous dis pas que je ne le sais pas, mais en tout cas, je ne vais pas l'annoncer parce que ça ruinerait votre direct, ça c'est sûr. Sérieusement. Mais sérieusement, il y a un petit peu effectivement maintenant de pression pour des baisses supplémentaires de taux de la part de la BCE. Pas beaucoup à mon avis, sachant que ce qu'on disait sur la baisse des prix de l'énergie et de ce stimulus que ça va apporter à l'économie européenne, fait que, en fait, la Banque Centrale Européenne, elle est préoccupée par la situation économique et c'est là où se trouve la pression, c'est-à-dire l'inflation ralentit, mais il y a aussi une situation économique qui peine à redémarrer. Par exemple, on attendait beaucoup de la reprise des marchés immobiliers en Europe, mais en fait, avec les hausses sur les taux longs, les baisses des taux des crédits aux ménages se sont plutôt interrompues. Le marché immobilier, il a un peu redémarré, mais pas franchement. Les situations économiques ne sont pas vraiment florissantes dans l'ensemble des pays européens. En fait, on s'attend plutôt à une petite hausse du chômage en zone euro dans les trimestres qui viennent. Donc tout ça plaide en théorie. Tout ça plaide quand même pour dire, il n'y a pas de pression inflationniste. Ça, maintenant, on en est certain. Elle a la marge de manœuvre
Et elle a une petite marge de manœuvre. Alors, moi, je pense qu'elle est petite, cette marge de manœuvre, parce qu'on n'est pas très loin du taux neutre. On est à 2 aujourd'hui? On est à 2,5. 2,5, vous avez raison, pardon. Et donc, on n'est pas très loin du taux neutre. Donc, elle pourrait descendre un peu. À 2. À 2, pour remonter ensuite, une fois que la situation conjoncturelle serait un peu améliorée. Mais je ne pense pas qu'on puisse voir des baisses de taux, par exemple, baisser d'un point pour arriver à 1,5. Voilà, parce que, bon, mais si elle baisse en avril, ce sera du fait de l'inflation ou du fait de cette possible guerre commerciale américaine qui va pénaliser l'activité en zone euro ou les deux? Ça sera du fait de l'inflation qui donne la marge de manœuvre, et peut-être pas tant la question de la guerre commerciale, mais plutôt la situation conjoncturelle européenne qui montre qu'il n'y a pas de tension, au contraire, et donc il y a plutôt de la marge pour stimuler l'économie européenne. La guerre commerciale fait partie de ces choses-là, mais jamais la Banque Centrale Européenne ne dira qu'elle réagit à la guerre commerciale. C'est pas son domaine, c'est pas dans son non, mais sans le dire nécessairement. Mais Sans le dire, mais alors oui, sans le dire, oui, parce que effectivement la guerre commerciale va peser sur potentiellement. On a une idée d'ailleurs, si y a 20% de droits de douane réciproques, on va dire, si jamais c'est ça, oui. C'est 20% de combien l'activité en zone euro sera potentiellement pénalisée ou impactée? Oui, tout à fait. Bah, vous faites un direct très bientôt, mais nous allons présenter nos prévisions à l'OFCE le 9 avril. Ok, bah, rendez-vous est pris ou il y en aura une? Voilà, et avec plaisir. Et donc, le 9 avril, on va présenter nos prévisions. Et justement, on va présenter nos évaluations de scénarios de guerre commerciale. La porte-parole du gouvernement dit 0,7 de croissance pour la France cette année, comme la Banque de France. On est sur des évaluations qui sont... Ah oui, sur la croissance française. Oui, mais ça, je ne peux pas vous le dire, parce qu'on va l'annoncer le 9 avril. Là, donc, vous serez en dessous de 0,7? Vous verrez pour la France et pour la zone euro. Mais donc, on va surtout présenter notre évaluation des scénarios de guerre commerciale, en tout cas à court terme, et sur la base de ce qu'on peut construire aujourd'hui de scénarios de guerre commerciale. Et c'est violent ou pas, sans donner les chiffres? C'est pas si violent que ça, mais c'est pas négligeable non plus. Donc, surtout quand on fait 0,7 de croissance, chaque 0,1 pèse, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai pas dit que ça ferait 0,7, mais effectivement, quand on fait pas beaucoup de croissance, chaque 0,1 pèse. Bon, vous reviendrez en parler évidemment, donc le 9 avril. Le 9 avril, la semaine prochaine. Est pris avec Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.